suivre un parcours marqué, comme vous voyez, par une grande diversité. Merci pour cette leçon qui témoigne effectivement de la scène écologique allemande, marquée par la culture industrielle et scientifique, bien sûr. Il me maintenant revient de présenter Amar Kamash. Alors, j'ai eu la chance de suivre récemment un workshop dirigé par Amar Kamash. Il a donné aux étudiants une conférence qui peut-être ressemble à ce qu'il va faire aujourd'hui. Je vous préviens que vous allez être surpris. Où nous emmène-t-il ? Rassurez-vous, il nous emmènera vers l'architecture. Amar, cet architecte jordanien, formé aux États-Unis, est très singulier dans sa propre région. Mais bon, le Global Award a été créé pour ça, pour soutenir des architectes qui sont un peu solitaires, là où ils exercent. Amar est singulier d'abord parce qu'il n'est pas seulement architecte. En ce centenaire du Bauhaus, saluons un homme qui est aussi peintre, photographe et musicien, qui a passé un doctorat en ethno-archéologie, formation qui a sans doute constitué, je pense, un tournant dans son cheminement personnel. Il est aussi botaniste et géologue. Et là, son université, c'est le désert de Jordanie. Amar Kamash a une activité extra-architecturale abondante. Il publie très généreusement ses travaux, ses découvertes. Je vous invite à aller voir sur son site, effectivement, sa plateforme, la plateforme dans laquelle il expose ses projets de recherche. Cet architecte est singulier aussi parce qu'il est venu tard au projet. Amar Kamash s'est formé d'abord dans des villages reculés de Jordanie pour relever et documenter l'architecture vernaculaire, pour restaurer aussi ses héritages, aussi culturels que naturels. Les choses sont liées pour lui. Alors un tel parcours, ça nous rappelle notre ami Wang Shu, bien sûr, qui, après ses études, a passé 10 ans, en fait, à étudier et à restaurer des ensembles patrimoniaux pour retrouver une culture architecturale chinoise qui n'était plus enseignée, qui était même interdite. Wang Shu a expliqué ici même aussi qu'il, de toute façon, il n'aurait jamais pu rejoindre le marché de l'architecture tel qu'il était devenu. La position de Amar Kamash s'explique aussi par ce recul. Je le cite pour conclure. Si notre métier est étroitement lié à l'économie, ça doit être au sens où nous empruntons, voire détruisons, d'autres parties de la nature pour produire de l'architecture. La tendance florissante de la star architecture emprunte hélas le chemin opposé. Quelques signatures d'architectes ne suffiront pas à relever les défis du monde. Dans le désert jordanien, des bulldozers extraient illégalement du marbre et laissent des trous béants. L'architecture est devenue un crime. Depuis que nous extrayons pour les pays du Golfe des pierres et des roches à fossiles, alors même que nous devrions apprendre d'elles, apprendre comment la biologie et la nature procèdent si nous voulons que l'architecture survive. Cher Amar, please. Thank you for this wonderful chance to be here. Merci pour cette très bonne occasion qui m'est donnée d'être ici à Paris. Je suis en fait le produit de ce paysage. Nous avons énormément de chance en Jordanie parce que ce pays se situe à une charnière, à un point de connexion entre l'Afrique et l'Asie et le Moyen-Orient. Donc, ce contexte a en fait conduit à tout ce que j'ai fait. Je suis quelqu'un qui a recueilli la compréhension et l'intelligence et la lecture du paysage à différents niveaux, à tous les différents niveaux scientifiques, géologiques, etc. La Jordanie a été mon école, mon université. J'ai étudié l'architecture en Louisiane et je suis revenue en Jordanie au milieu des années 80. J'ai étudié l'archéologie et l'anthropologie et j'ai décidé d'étudier l'ornithologie, la botanique, la géologie et j'essaie de comprendre comment la nature prend des décisions. La manière complexe dont
la nature n'est pas divisée en différentes disciplines comme c'est découpé à l'université. On ne sait pas où commence la biologie, la géologie, l'archéologie, tout est relié. Et ce n'est que pour des raisons universitaires qu'on coupe tout cela en différents morceaux. Et les universitaires oublient carrément de réunir le tout. Et donc, je suis toujours assis sur la barrière. Et je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, je suis toujours à la limite, je ne suis pas typiquement dans l'architecture. J'essaie toujours d'avoir un recoupement, une superposition entre ces différents domaines de connaissances, et c'est un défi. Donc, dans une région comme celle-ci, je marche, j'y vais avec les relevés des géologues, je prends des échantillons de fossiles et je comprends comment la nature agit et j'essaie de savoir ce qui est arrivé ici. Là, il s'agit de sédimentation marine, 200 millions d'années de sédimentation. Il y a eu différentes populations animales, des extinctions de masse, l'extinction des dinosaures. Il y a 64 millions et demi d'années. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est la source d'inspiration en tant que designer, comprendre la valeur ajoutée de l'être humain dans le passé et le cerveau humain augmenté d'aujourd'hui. On a en gros abandonné notre cerveau biologique. On ne peut plus fonctionner sur notre cerveau biologique tout seul. On a une manière extrêmement rapide et effrayante, parfois pour certains, de jouer avec la physique, la chimie et la virtualité. Il y a la membrane entre le monde réel et le monde virtuel est en train de s'affiner, de s'amincir. La Jordanie est un livre ouvert dont la lecture est infinie. On a ici un exemple de ce qu'on appelle les kites. Il s'agit d'un appareil d'empiégeage, si l'on peut dire, des gazelles, dont certains remontent à 10 ou 15 000 années dans le passé. Pour moi, c'est intéressant de voir comment les humains ont utilisé le paysage en rajoutant des structures. J'aime bien comparer cela à ce que font les araignées qui utilisent un buisson d'épineux et ils construisent une structure. Comment est-ce que j'applique cela en tant qu'architecte ou designer? C'est une chose extrêmement intéressante qui fait que mon cerveau ne se repose jamais et cela m'amène à des manières de lire le paysage et je l'applique peut-être parfois de manière inconsciente. Dans l'archéologie, nous avons des exemples de cet art qui montrent des personnes qui chassent les animaux pour les faire rentrer dans ces pièges de chasse, ces zones de chasse qui peuvent être assez grands. On ne les a pas réellement comptés, mais il y en a beaucoup. Et certains de ces kites se trouvent maintenant dans des zones de prolifération urbaine. Il y a de très nombreux phénomènes intéressants en Jordanie et cela me fait penser à la manière dont la géologie crée ce qu'on appelle un pavement et cela conduit à
cette surface brillante que l'on voit à la surface de la pierre. Ce qui m'intéresse, c'est comment la nature crée des formes par l'érosion. Là, vous avez une sédimentation avec une érosion différente qui a créé des volumes. Et il y a une certaine humidité dans cette structure. Est-ce que, en tant qu'architecte, nous pouvons construire un bâtiment qui va s'éroder, qui va s'auto-dessiner? Alors, je ne copie pas la nature directement, mais j'obtiens des astuces quant au processus. Et il y a des choses comme la biologie marine qui conduit à la formation de fossiles, le silex qui est un matériau extraordinaire, difficile à utiliser pour les architectes, mais c'est un des premiers matériaux à valeur ajoutée pour les humains et on a des dépôts de silex en Jordanie. Et j'ai également commencé à explorer en Jordanie les caractéristiques du silex sur le son. J'ai commencé à écouter ces silex il y a un certain nombre d'années, et en particulier ceux qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Et j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de caché, une échelle cachée qui n'est pas l'échelle chromatique ou de son habituelle que l'on a. Et j'ai fait de la recherche qui donne de nouvelles gammes qui ne sont pas chromatiques. Et pour les musiciens, c'est plus une octave de 12 notes ou de demi-notes. On est obligé de créer une nouvelle mathématique. Et nous enregistrons et nous analysons les chants des Bédouins, en particulier des tribus où il y a des mariages entre les tribus, pour voir s'il y a une note et une gamme tribale particulière. Et on peut écouter de la musique ethnique et la jouer sur ces gammes qui ne sont pas les gammes chromatiques habituelles. Et je ne veux pas rentrer dans la musique trop parce que ça devient très technique, mais la musique occidentale divise les 12 notes de la gamme en demi-notes. Donc, ça revient à 12, mais là, je travaille avec des gammes de 13, 15, une nouvelle échelle mathématique. Et il y a toute la question de ce qui crée le son. Est-ce que c'est la forme ou le son? Là, vous avez des silex jordaniens copiés exactement, mais en laiton ou en aluminium, et on essaie de déterminer ce que cela donne. On transpose. La musique est la même, mais ça descend de quelques notes dans la gamme. Je m'intéresse aux schémas dans la nature, l'origine de ces schémas et le processus qui conduit aux schémas, en particulier les marques de ces clapotis, de ces ondulations des vagues d'il y a des millions d'années. Et on voit ces ondulations. Et il y a toute la mathématique non décimale. Il y a d'autres processus mathématiques ou géométriques
qui ne passent pas par les mathématiques humaines classiques, mais qui construisent des mathématiques ou des modèles différents. Dans un grand nombre de mes projets, je laisse les ouvriers faire quelque chose de simple à partir de matériaux très simples, et après je leur dis on ne va pas recouvrir de plâtre. Pour moi, ça ressemble à un fossile. Et en fait, toute l'architecture est un fossile du comportement humain. Et j'aime beaucoup surprendre l'entrepreneur en disant « bon, là on s'arrête, on ne fait plus rien ». Et c'est quelque chose qui peut s'éroder au fil du temps. Il y a aussi l'autocoloration de la géologie. Et j'expérimente avec des façades qui s'autocolorent. Je rajoute du cuivre en poudre, par exemple, et je rajoute de l'humidité dans les replis. Et donc, le bâtiment change de couleur très progressivement, comme le fait la géologie. Ici, vous avez une faille, une toute petite faille à Petra. Et vous voyez le cuivre qui se développe dans cette faille et donne cette couleur turquoise absolument merveilleuse. La géologie m'a donné énormément d'exemples. C'est un designer extraordinaire qui travaille avec la chimie, la physique et la biologie ensemble et le temps, avec le temps. Et pour moi, ça travaille avec les aspects même structurels de la géologie et petit à petit, je suis en train d'arriver à ce concept non pas de biomimétisme, mais géomimétisme. Il y a des formations géologiques comme ces pierres qui ont été formées par des clusters ou des petits tas de matière organique. Donc ça reste physique. Il y a énormément de biologie et de matière organique dans tout ça. Donc, encore une fois, je m'intéresse au temps et aux formations de sable dans la mer Morte. C'est comme un livre, on peut voir les saisons sèches. Et il y a toute la question du paléoclimat liée à la dendrochronologie dans la mer Morte et dans l'est de la Méditerranée. Pour moi, la botanie en Jordanie présente un intérêt majeur. Et je suis la personne qui étudie les limites de l'habitat de certaines espèces avec le réchauffement climatique. Est-ce que l'espace occupé par les iris noirs s'étend ou est-ce qu'il régresse? Et il y a les tulipes du désert. J'étudie l'extrémité de ces tulipes du désert à l'extrémité de Wadi Rum. Et on a ces tulipes multicolorées. C'est la dernière tulipe de la Turquie orientale et du Levant. Il y a également cet iris que j'ai découvert pour la première fois en Jordanie, il y a à peu près 17 ans, qui n'est pas nouveau pour la science, mais il était nouveau pour la Jordanie, l'iris bismarckiana. Et ce qui est important pour moi aussi en tant qu'architecte, c'est la manière dont les plantes du désert gèrent la collecte de l'eau, la récupération de l'eau, l'architecture de ces plantes du désert. Et les plantes du désert font des choses extraordinaires, comme cette tulipe du désert. Cette feuille qui a cet aspect découpé, c'est destiné à empêcher l'évaporation de l'eau. Ça, c'est une de mes plantes préférées. Et un article
a été publié par le Jardin botanique belge sur cette plante qui fait quelque chose de très étrange. Il s'agit d'une rhubarbe du désert et qui piège la vapeur d'eau. C'est comme un piège à vapeur d'eau et elle fonctionne grâce à la condensation d'eau qui monte du sol. C'est très bizarre et j'ai pu identifier en premier le comportement de cette rhubarbe. Voilà l'article qui a été publié décrivant ce nouveau comportement qui est en fait architectural. J'utilise une modélisation architecturale pour discuter de la question de l'ombre pour se protéger du soleil et comment on peut utiliser cela en architecture. Cette plante récupérant la vapeur d'eau qui monte du sol. L'autre chose fantastique en Jordanie, c'est Petra et les nabatéens. Et on a un cours en plein air, si l'on peut dire, de comment les nabatéens ont pris des décisions dans cet environnement géologique. Et c'est là, et ça attend que les gens lisent ce livre ouvert et déterminent où les architectes doivent s'arrêter. Les nabatéens ont construit les choses il y a des siècles et savaient exactement où s'arrêter. Il y a toute la question de l'objet trouvé. Si vous trouvez un objet, vous faites une addition minime. Vous pouvez le recréer. Il y a une question du toucher de l'homme et j'encourage des universités à encourager des doctorants à rechercher des empreintes digitales dans cette citerne à Petra, par exemple. Je m'intéresse à la géologie. Ce serait intéressant de déterminer si ça a été fait par un seul homme ou par une seule même famille. Les nabatéens faisaient des poteries qui avaient moins d'1 millimètre d'épaisseur. La finesse de cette poterie est parvenue à Rome au bout du compte et pour les Romains, c'était comparable à la technologie de l'iPhone aujourd'hui en termes de sophistication. Et là, on trouve une carrière romaine et la morphologie de ce qui reste après extraction. De manière générale, cette architecture, c'est un péché. Il s'agit d'extraction. Vous construisez un bâtiment et ça a créé un gros trou ailleurs. Donc, je regarde toujours ce qui se passe lorsque le bâtiment est construit dans la carrière où il y a eu extraction de la pierre et ce qui reste là. Il y a également les cas où on voit que la pluie a quasiment découpé au laser. Là, il s'agit d'un bâtiment islamique omeyyade et vous voyez les marques après des siècles de pluie du désert qui ont laissé les marques sur ce produit magnifique. En tant que peintre, j'essaie de comprendre en peignant. L'art, c'est comme une checklist permettant de comprendre un paysage. Donc, je peins des paysages afin de les mieux comprendre. Et je m'intéresse particulièrement à l'anatomie, au squelette sous-jacent. Lorsqu'on regarde un paysage, on regarde la peau, mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il y a au niveau du squelette, de l'os.
du paysage. Et souvent, je construis un bâtiment en fonction du matériau qui est disponible. Ça, je l'ai construit pour un de mes amis, ce n'est pas encore construit. Il s'agit d'un centre artistique privé et nous attendons d'avoir suffisamment de fonds pour construire ce centre. C'est basé sur l'idée que je prends toute la pierre, les rebuts des ateliers de taillage de pierre et nous payons pour l'expédition. Donc là, il s'agit de rebuts qui ont déjà pollué l'environnement et ça constitue un gros tas de pierres. Et donc, le projet comporte énormément de côtés aléatoires afin que les ouvriers et les constructeurs n'aient pas les contraintes et qu'ils puissent utiliser n'importe laquelle des pierres. En Jordanie, on a quelque chose de très peu connu, avec des exemples tout à fait étonnants, très contemporains. Et la question se pose de savoir qu'est-ce qui donne la spiritualité à un lieu qui ne vieillit pas et dont l'impact chez nous ne vieillit pas non plus. Là, il s'agit d'un abri pour des bergers dans une région au sud d'Amman. Et il y a toute l'idée de ce qui fait forme. Ce monsieur est en train de faire cuire du pain qui ressemble à un morceau de pierre. Et il est cuit de cette manière. Ce bâtiment, je l'ai dessiné et je l'ai construit il y a 28 ans. Il s'agit d'une réserve dans le sud de la Jordanie, proche de Petra. Et j'ai utilisé des matériaux locaux, des ouvriers locaux. Il y a cet autre projet à Wadi Araba. À une certaine distance d'Aqaba. Et il utilise des plaques de silex pour ombrager la structure. On a pratiquement une ombre complète en été lorsque le soleil est vertical. L'élévation change au fil de la journée et donc le matin, c'est plus ensoleillé et c'est plus ensoleillé également en hiver puisque le soleil est plus bas. Mais à midi en été, vous avez de l'ombre. Là, c'est Wild Jordan. C'est un bâtiment à Amman. C'est un des très rares bâtiments. Enfin, avec la toiture, ça fait 5 élévations, mais ce bâtiment en a 6, puisque vous en voyez le bas. L'idée était de permettre à la végétation de pousser sous la structure complètement. Et lorsque je retournerai en Jordanie cet été, je concevrai un hôtel de 14 ou 15 chambres dans les pieds, si l'on peut dire, du bâtiment. Ce sera un peu en retrait et essentiellement en bois. Ce sera un peu comme si un autre architecte était venu 23 ans plus tard et rajoutait des fonctions supplémentaires à ce bâtiment. Et voici la présentation que j'ai faite pour le client. Avant la modélisation en 3 dimensions, il s'agit d'une simple aquarelle. Ça, je l'ai conçu pour le centre Columbia des États-Unis. Il voulait construire un centre d'éducation à Amman. C'est cette ligne que vous voyez ici. Et structurellement, ce bâtiment est très intéressant.
La municipalité n'a pas donné un bail suffisamment long pour Columbia, mais le bâtiment est suspendu à des grands clous en béton, modélisés à partir des ptérodactyles ou enfin, des dinosaures volants, et le bâtiment est suspendu à distance de la faille géologique, de la falaise. Et j'ai pu construire à 30 degrés sous la rue. Donc c'est un peu comme une sculpture suspendue. Je voulais que la végétation derrière, les arbres, puissent continuer à pousser sur cette falaise. Je vais loin dans le détail. Vous avez ici un lavabo en béton qui s'éloigne du mur de la falaise, quelque chose de très simple. Et vous avez ici un centre dans une zone du sud de la Jordanie, une zone de randonnée. Voilà la maquette en 3 dimensions. Il y a une relation de symbiose avec la falaise. Voilà pendant la période de construction. Et nous prenons les entrepreneurs locaux sur place et on leur montre comment faire les choses. Et là, vous avez un très, très gros porte-à-faux. Là, c'est une autre structure qui est faite à partir de plaques galvanisées sur un grand dôme de 20 mètres sur 20 mètres avec des poutrelles renforcées. Et ce bâtiment est très intéressant parce que vous avez toutes ces tranches de soleil et qui pénètrent dans le bâtiment et qui apparaissent sur le corps des gens qui travaillent ensemble. Et j'aimerais bien faire quelque chose d'artistique où je reprendrai cette grille, un genre de performance. Et là, ce pont est tout à fait étonnant. Là, c'est le moment où l'entrepreneur est en train de préparer la forme. En fait, il n'a pas de fondation. Le pont est assis sur des piliers. J'ai analysé l'orientation de ces piliers biseautés. La portée est de 50 mètres et vous voyez ce pont terminé. Et on revient 30 ans en arrière. Il s'agit d'une église byzantine et d'un projet financé par le gouvernement américain. L'idée était d'employer autant de personnes que possible. On a pris les rebuts d'ateliers de taille de pierre et on a employé un maximum de personnes. Donc, le bâtiment est conçu pour être labor intensive, utilisant une main-d'œuvre intensive. Et alors, les arches sont tout à fait logiques pour un projet comme celui-là. On a utilisé des mosaïques du 5e... Enfin, il y avait des mosaïques du 5e siècle, on ne pouvait pas les soulever complètement. Et donc, si on décide d'enlever ces mosaïques, il y a des crochets qui permettraient de le faire.
Le bâtiment a été construit en 1983 et se porte très bien depuis lors. Donc voilà à quoi il ressemble. Parfois, je fais des choses extrêmement primitives et simples, comme pratiquement au Moyen Âge, si le site nécessite ce type de solution. Là, il s'agit de l'Académie royale pour la préservation de la nature. Il s'agit de l'Académie qui enseigne la gestion, l'aménagement du territoire, du paysage. Il s'agit d'une carrière qui a été abandonnée dans les années 90. Et lorsque la carrière a été abandonnée, c'était précisément la façade, l'élévation qu'on a utilisée. Et j'ai dessiné la ligne au marqueur sur le site. Et la personne le géomètre, m'a ramené le relevé. L'exploitant de la carrière, lorsqu'il a abandonné le site au début des années 90, ne se rendait pas compte qu'il avait dessiné la façade. J'aime beaucoup la nature lorsqu'elle a été lésée ou blessée, entamée jusqu'à l'os. Et on a décidé de construire ce site dans la réserve. Et allant sur place, je me suis dit, mais pourquoi rajouter encore une nouvelle blessure sur ce site? Et j'ai dit, je ne vais pas faire un bâtiment sur votre site, c'est ce que j'ai dit aux autorités. J'ai dit, si vous voulez construire un bâtiment là, eh bien, trouvez un autre architecte. Et ce qui est merveilleux avec l'award que j'ai reçu là, ça me permettra de faire plus de choses de ce type et de faire des projets qui vont dans ce sens. Ici, on joue avec l'idée de pousser les matériaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'angle. Nous avons pris les coins de ces pierres et on les a affinées de façon à ce qu'elles soient aussi fines que la lame d'un couteau, comme vous pouvez le voir. Et souvent, on voit des gens qui observent la façade et qui la regardent comme ça et qui se demandent comment c'est possible. Et évidemment, ce sont des murs extrêmement épais. Et pourtant, les coins de ces murs sont de la finesse de la lame d'un couteau. Et je fais beaucoup de choses comme cela. De la même manière, lorsque les exécutants a enlevé les échafaudages, il tremblait comme une feuille, tant il avait peur que la structure tombe et s'écroule. J'aurais tendance à dire que l'architecture a perdu de vue l'importance de l'humilité, de la simplicité. Les constructions doivent être belles, sûres et modestes, tout simplement. Et si vous voyez un autre point de vue, alors cette élévation n'a jamais été créée dans un but esthétique, mais pour éviter les fondations. Donc, nous avons créé cette terrasse et avec des ingénieurs structurels, nous avons calculé la quantité de matériaux nécessaires. Et or, comment faire pour utiliser le maximum d'espace en utilisant le minimum de matériaux? Et voilà la solution qu'on a trouvée pour l'empreinte minimale d'une construction très large. Il y a eu des tests, vous pouvez voir ici. Évidemment, normalement, on met des barrières pour empêcher les gens de se mettre si près du bord. Mais voilà, on met la barrière à peu près 8 cm d'épaisseur quand même. Mais ce qui m'intéresse également, c'est de voir comment on perçoit la lumière. Lorsque la lumière tombe ainsi, ça ressemble pour moi à une cascade.
Il y a quelque chose, je pense, dans mon cerveau qui relie la lumière au son. Donc pour moi, la vision et le son sont vraiment très reliés. Quand je vois quelque chose comme ça, j'entends le son de la lumière. Peut-être que c'est quelque chose que je retire de mes années de géologie. Souvent, je fais des choses et plusieurs années plus tard, je retrouve des photos que j'avais prises et je me dis « Ah bah tiens, peut-être que ça vient de ça ». Quand on conçoit, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. On est dans une sorte de transe, on est dans un état modifié de conscience, ce qui rend les choses assez complexes parce que les idées très profondes sont illogique au départ. Peut-être plus tard, on retrouve le lien, la connexion de départ. Voilà, je vous remercie.